Alors, bienvenue à toutes et tous à cet apéro de l'éducation. Ça fait un petit temps qu'on a plus fait, je crois. Hein, ouais. Donc, content de retrouver cette formule. Il y a une petite présentation de CGE au début, et puis après, on sera trois intervenants. Moi, je vais un peu planter le décor. Françoise va parler du point de vue des hautes écoles et Miguel va parler du point de vue de l'université, enfin en tout cas de son point de vue et chacun de son point de vue, hein, donc on n'est pas... Alors, CGE, c'est quoi? C'est un mouvement sociopédagogique d'abord, avec beaucoup de militants qui pensent que c'est le rôle de l'école de contribuer à réduire les inégalités sociales. Donc on agit à 3 niveaux, alors beaucoup au niveau politique pour l'instant vu les grosses réformes qui sont en cours, et donc on s'est vraiment beaucoup investi là-dedans avec 3 façons de travailler. La première, c'est dénoncer, plaidoyer, devenir une force de proposition au sens où on a des choses et essayer de les faire essayer d'influer pour que ça bouge dans le bon sens, en tout cas dans le sens que nous, on pense qu'il est bon. Mais on continue à travailler parce qu'on pense que c'est aussi dans la classe que le changement se fait et que c'est dans les pratiques, en fait, qu'on verra aussi les changements. Et d'ailleurs, le gros enjeu, c'est le lien entre le politique et le changement dans la classe. On peut faire toutes les réformes qu'on veut. Si les pratiques ne changent pas, on n'avancera pas. Et donc, ça, c'est ce qu'on fait. Oui, on réfléchit, on fait connaître, on propose des façons d'enseigner, et on réfléchit surtout beaucoup là-dessus, à essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut enseigner pour lutter contre les inégalités. Et aussi, on a un pan important de travail, notamment avec la coalition des familles populaires, dans la relation entre la famille et les acteurs éducatifs, l'école, les associations. Voilà, donc un vaste spectre d'action, et heureusement on est quand même assez nombreux, mais si vous voulez vous y joindre, vous êtes bienvenus. Voilà. Alors les apéros, c'est d'abord une occasion de rencontrer, de faire connaître, et puis de débattre et d'évoluer aussi sur nos points de vue, de mettre en fait nos convictions aussi à l'épreuve de la réalité du terrain. C'est aussi une manière de vous amener à mieux connaître CGE et à comprendre que c'est un mouvement et que donc on a besoin en fait des retours de ce qui se passe sur le terrain, et on espère aussi peut-être, comme j'ai déjà dit, amener certains d'entre vous à s'abonner à Trace, à peut-être rentrer dans le mouvement, enfin des choses comme ça. Donc on aura 3 interventions, j'ai déjà dit, hein, donc Miguel, Françoise et Pierre. Donc moi, d'où je parle, et chacun dira un peu d'où il parle pour la suite. Je suis chargé de mission pour la FGTB Enseignement sur le pacte. Donc depuis 2015, en fait, je participe à tous les travaux du pacte. Tout en étant militant CGE, et j'étais enseignant avant dans le secondaire, et donc ça m'amène à avoir vraiment une vue complète et systémique de l'ensemble des réformes, et voilà, j'ai fait ce que je peux pour essayer de faire comprendre ma grosse préoccupation, c'est vraiment le lien entre toutes ces réformes et ce qui se passe sur le terrain, et ce qui est possible de faire, et quand c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut aménager les choses. Donc, alors, on aura ensuite 1 heure pour débattre, et l'apéro pour se rencontrer, c'est aussi un des buts de l'apéro. Alors, mon rôle à moi, c'est de planter le décor. Et donc, d'abord, le décor, c'est les attentes de la réforme du pacte. Donc, il y a bien sûr une réforme de la formation initiale, mais elle est liée à la question des attentes qui viennent du fait de la réforme du pacte.
On va attendre des enseignants qu'ils aient plus de compétences. Donc, il y a un enjeu au niveau pédagogique, au niveau didactique, au niveau de la connaissance des besoins des élèves en difficulté. Il y a le tronc commun à mettre en place. Enfin, voilà, toute une série de choses. Et aussi des compétences disciplinaires et des compétences qui sont mieux maîtrisées. Et surtout un métier qui change radicalement. Et c'est un des enjeux les plus importants, c'est d'arriver à ce qu'on arrive à des changements qui sont de véritables changements de posture. Donc c'est pas seulement apprendre des techniques et des choses comme ça, il y a vraiment un changement de posture qui est attendu par rapport à ce qu'on attend du métier. La première chose, c'est que c'est un métier qui doit devenir plus collectif et c'est pas facile, quoi. Donc il y a bien sûr la participation au pilotage. Donc, on demande aux enseignants qu'ils soient capables maintenant de définir des objectifs spécifiques pour leur établissement, d'en discuter ensemble, d'interpeller leur direction là-dessus, et puis aussi de résister peut-être un peu parce que parfois les directions n'ont pas tout à fait le même point de vue sur ce que doit être le plan de pilotage. Enfin, mettre en place des plans d'action, des plans de formation. Je donne un exemple important. Donc, par exemple, si une école, quand on était enseignant dans une école qui sélectionnait beaucoup ses publics et qui était, pour caricaturer, élitiste, on était dans une école élitiste. Maintenant, quand on est dans une école élitiste et qu'on est enseignant, on a son mot à dire sur ça. Je veux dire, au moment où on fait les plans de pilotage, on peut dire c'est quand même un point faible. C'est qu'on est obligé de sélectionner nos publics. On peut le faire. On n'est pas obligé, évidemment, quoi. Mais donc, il y a un enjeu particulier à ce niveau-là. Et donc, je dis ça pour montrer à quel point c'est un changement de posture. Donc, ça nous concerne. Ce qu'on fait dans cet établissement, ça nous concerne aussi. On n'est pas juste prof de machin ou un site de première primaire. Et donc, pour ça, il faut mettre en place du travail collaboratif, c'est-à-dire des habitudes. Alors, on l'appelle travail collaboratif parce que c'est ce qui est imposé, 60 périodes de travail collaboratif, tout le monde connaît ça. Mais l'enjeu, c'est de faire équipe, en fait. Et donc, pour faire du travail collaboratif, il faut instaurer de la confiance, il faut apprendre à travailler ensemble, il faut apprendre à réfléchir sur ses pratiques ensemble, et déjà même réfléchir sur ses pratiques et comprendre où sont les problèmes, c'est déjà pas simple, mais le faire ensemble, enfin voilà, des gros enjeux. Je ne m'attarde pas, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est juste là pour planter le décor. Il faut me le rappeler d'ailleurs. Et alors, top du top, on devient des praticiens réflexifs. C'est-à-dire vraiment, c'est ça que dans la réforme de la formation initiale, on va appeler le niveau 7 de certification. C'est-à-dire que là, on attend vraiment qu'on devienne des professionnels de l'enseignement, capables de réfléchir sur les pratiques et d'en réfléchir ensemble. C'est un changement de posture énorme. Voilà. Donc, il y a une attente là assez colossale. Et ouais, donc ça j'ai dit. Alors des compétences renforcées, c'est-à-dire qu'il y a un changement de posture à avoir, c'est-à-dire la question de la différenciation. Alors c'est un mot valise, donc il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais donc ça veut dire se préoccuper des élèves qui rencontrent des difficultés et se préoccuper du fait que les stratégies d'apprentissage qu'on met en place mettent certains élèves en difficulté et que donc on doit se préoccuper de ces difficultés et peut-être modifier les stratégies d'apprentissage. Et ça, voilà, et ça implique de travailler notamment beaucoup sur quelque chose qui, me semble-t-il, mais ça c'est un avis peut-être... c'est que la didactique est quand même assez peu présente dans le métier des enseignants pour l'instant et qu'on ne s'en préoccupe pas beaucoup alors qu'il y a des enjeux importants de ce côté-là. Alors, il y a l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus en termes de remédiation ou de dépassement, on réfléchit à comment est-ce qu'on accompagne des élèves pour qu'ils surmontent les difficultés qu'ils rencontrent avec les apprentissages. Et ça concerne ça veut dire qu'on travaille aussi en évaluation formative et qu'il y a ce lien à faire, c'est-à-dire que de l'évaluation formative, moi j'en ai beaucoup entendu dans certaines écoles, mais est-ce qu'on fait le lien entre repérer les difficultés, voir où sont les obstacles, travailler à prévoir des séances d'accompagnement personnalisé qui sont adaptées aux obstacles et aux difficultés qu'on a rencontrées? Je ne suis pas sûr.
Et pour les élèves dont les difficultés persistent, mettre en place des dispositifs spécifiques d'accompagnement qui d'ailleurs seront ceux à partir desquels on pourra décider ou pas de faire redoubler un élève. Donc il y a aussi ce changement-là qui est que sur l'évaluation maintenant, pour faire redoubler un élève, on doit montrer qu'on a mis en place des choses et que ça n'a pas suffi et que du coup il ne pourra pas suivre dans l'année d'après. Et mettre en place dans l'année dans laquelle on lui demande de doubler de nouveaux dispositifs qui, ceux-là, lui permettront de... Enfin, etc. Donc, on sent qu'il y a un travail à la fois d'équipe et d'approfondissement de la question des difficultés que les élèves rencontrent et qui demande une meilleure connaissance de la didactique des disciplines. Et alors, je vais passer vite là-dessus parce que là, j'aurais... beaucoup de choses à dire. Les besoins langagiers qui sont sur le paquet est vraiment mis là-dessus dans les référentiels et dans les formations professionnelles continues pour essayer de faire en sorte qu'on travaille sur les besoins langagiers des enfants dès la maternelle et beaucoup dans le début du primaire. Et le truc là, qui est encore plus fort, c'est que ce français langue de scolarisation, donc le fameux FLESCO, là, donc ça concerne toutes les disciplines. C'est-à-dire que les besoins langagiers, la question du rapport au langage de l'école elle se pose dans toutes les disciplines. Quand on fait des maths, on doit se préoccuper de la langue qu'on utilise pour enseigner les maths. Des besoins renforcés, ben oui, de nouveau un changement de posture, une meilleure maîtrise des savoirs disciplinaires. Ça veut dire qu'on doit aller plus loin, en fait, dans ces apprentissages-là. Une maîtrise de la langue française avec enfin, ça, je vous laisserai en parler, mais donc il y a une volonté de le faire, mais qui ne se manifeste que dans une espèce d'examen d'entrée de maîtrise de la langue, et plus de discipline aussi, parce que les instituts, elles vont devoir donner des cours de formation manuelle et technique et numérique. Elles vont devoir travailler les sciences humaines, y compris les sciences sociales et les sciences économiques. Enfin, donc voilà, il y a aussi un élargissement des choses. Et par exemple, même dans le secondaire inférieur, les sciences humaines, c'est plus de disciplines qu'avant, enfin, etc. Donc il y a un élargissement des attentes. On voit que là, il y a vraiment des besoins énormes. Je veux dire, si on compare ces besoins-là à ce qu'on obtient avec cette réforme, point d'interrogation. Les nouvelles disciplines, donc j'en ai parlé. Voilà. Alors pourquoi au rabais? D'abord parce que pour réussir ce changement de posture, on avait prévu une réforme à 5 ans, elle est réduite à 4 ans, et la 4e année sera une année dans laquelle il y aura un stage long et un mémoire. Et voilà. Donc est-ce que on arrivera à faire en 3 ans toutes les choses dont j'ai parlé avant, avec des stages qui vont renforcer ça éventuellement, et un mémoire qui... Voilà, des doutes. Comment a-t-on réussi ce tour de passe-passe? On a maintenu toutes les exigences de la réforme qui étaient prévues en 5 ans, et on l'a ramené à 4 ans, plus une année, enfin, dont une année de stage. Pas de barème nouveau et allongement des études. On a des grosses craintes par rapport à la pénurie, par rapport aux inscriptions, au fait que qui va accepter de rentrer dans des études qui sont allongées sans savoir quel sera le barème, quoi. Et il y a même en plus des gros risques qu'il n'y ait pas de barème. Donc il ne faut pas se leurrer. C'est clair que l'objectif de la diminution à 4 ans, c'est aussi de ne pas dépenser d'argent pour payer les futurs enseignants, pas dépenser d'argent en plus. La codiplomation pose des problèmes. Il y a des confrontations de culture, mais ça, c'est vraiment un des objets principaux de ce qui va être dit par la suite. Qui a oublié le marché? Quelle cohérence pour les cursus? Est-ce qu'on va vraiment avoir des cursus cohérents entre les hautes écoles et les universités? Est-ce que ce sera un plus pour les étudiants et surtout un plus pour les élèves que ces étudiants auront après quand ils rentreront sur le marché? On peut en douter. Voilà. Donc, quelle faisabilité pour les sages longs? Moi qui suis, dans le cadre de mes attributions là, pour négocier pour l'instant, je siège aussi à la COCOFIE.
donc qui est la commission, je ne sais plus comment ça veut dire, mais en gros le lieu où se rencontre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur sur la réforme de la formation initiale et les conséquences de la formation initiale. Et ce que moi j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que les attentes qu'on va avoir vis-à-vis de l'obligatoire, notamment pour les stages, sont démesurées. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas dans l'obligatoire des personnes en nombre suffisant pour assurer l'encadrement des stages et des stages de longue durée et des équipes qui sont prêtes à accueillir à bras ouverts des étudiants qui sont elles-mêmes mises sous pression avec la réforme du tronc commun, etc. Et, bref, voilà, moi j'ai des grands doutes par rapport à ça. Notamment sur l'encadrement des stages et quelles compétences. Et on parle d'ailleurs beaucoup, pour l'instant, du fait que ces stages-là, c'est peut-être une aubaine pour lutter contre la pénurie, puisque, voilà, s'il y a des trous dans les trucs, on pourra toujours y mettre des stagiaires. Il faudrait nuancer un peu, mais voilà, je le dis de manière un peu plate. Et surtout, qu'est devenue l'unicité du métier? Vraiment, pour moi, il y a vraiment... Et c'est quelque chose d'important, mais je ne vais pas... Voilà. Est-ce qu'avec ça, on va réussir le changement de posture? On peut se le demander. Et ça, c'est pour après. Donc, je reviens en arrière. Voilà. C'est parce qu'il me l'a collé à la fin de mon... Enfin, bref. Voilà. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Françoise pour la suite. Par contre, il faut virer celui-là. Oui. Je suppose qu'il faut le virer là. Ouais, tu t'en occupes? Voilà. Alors, bonsoir à toutes et tous, et merci d'être présents aujourd'hui pour ces questions quand même qui nous préoccupent beaucoup pour l'avenir de l'enseignement. Alors, vous dire de quelle position je parle, parce que, bien entendu, on vous l'a dit, je suis maître assistante en haute école, et j'ai enseigné pendant de nombreuses années dans le secondaire, et en 2023, en septembre 2023, ce sera ma 32e rentrée scolaire. Et puis progressivement, j'ai commencé à enseigner à partir de 2008 dans le secondaire, dans le supérieur pédagogique, pardon. Et donc c'est important de se rendre compte que mon propos, il va être à la fois partiel, parce que je vais parler de mon point de vue de maître assistante de haute école, mais il va être aussi partial. Parce que je prends aussi parti, et vous verrez, Pierre l'a déjà dit, je suis une militante CGE, et donc j'ai aussi des préoccupations concernant l'égalité et l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur de tous les jeunes, et là, on peut aussi avoir de grandes préoccupations. Alors, je suis didacticienne en sciences sociales dans le Régenda Sciences Humaines. J'appartiens à ce qu'on appelle le pôle Liège-Luxembourg, peut-être qu'on entend mon petit accent liégeois. Et donc, c'est un pôle qui rassemble, il faut se rendre compte, 5 hautes écoles, une université qui est du Liège et 4 réseaux. Ça en dit déjà long sur cette histoire de marché ou quasi-marché. Je le reprendrai sans doute par la suite. J'appartiens aussi à un collectif qui s'appelle Tenter Plus. En fait, c'est notre option du Régenda. On est 12 collègues et on travaille avec la pédagogie institutionnelle avec nos étudiants, et on utilise les méthodes actives. Et donc, vous verrez aussi qu'on va avoir des inquiétudes sur le maintien de tels projets novateurs qui sont pour nous, évidemment, importants pour les écoles secondaires ou les écoles primaires, et il y a un risque qui est grand que ces projets ne puissent plus voir le jour, ou en tout cas persister. Je l'ai dit, je suis une militante CGE depuis de nombreuses années. Et il faut savoir aussi que j'ai un mandat pour le CEL7K à la commission pédagogique de la RES, où se réunissent les différentes directions des départements pédagogiques des hautes écoles, de la promotion sociale et des écoles d'art. Et donc voilà, j'ai ces mandats-là, donc c'est quand même important que vous sachiez que le propos que je vais avoir, comme je l'ai dit, sera partial et partiel. Alors, projet ambitieux, bien sûr, on avait besoin d'une réforme. Et on en a toujours besoin. Enfin, je veux dire, nos résultats dans différents tests qu'on peut contester, je veux dire ces tests, mais n'empêche qu'ils disent quand même que notre école est profondément inégalitaire. Donc il faut cette réforme. Et donc c'est un projet ambitieux, Pierre l'a rappelé, 5 ans. 5 ans qui
souhaitait en tout cas qu'il y ait une unicité du métier pour l'ensemble des enseignants de l'obligatoire. Et donc, vous le savez, hein, c'est passé à 4 ans. Et il y avait l'intention aussi, on aurait pu espérer qu'il y ait un centre de formation des enseignants et que ce soit un vrai partenariat université et haute école. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Vous l'avez entendu, on est passé, en tout cas pour la S1, S2, S3. Alors ça, c'est le nouveau vocabulaire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la S1, c'est le maternel, c'est la formation du maternel, la S2 du primaire, et la S3, c'est le régenda. Puis, Miguel vous parlera de la S4 et de la S5, sans doute, j'imagine, puisque ça, c'est pour le côté université. Alors, vous le savez, pour des raisons budgétaires, on a déjà tué dans l'œuf, de mon point de vue, cette unicité du métier. Ensuite, le partenariat, le beau mariage qu'on aurait pu souhaiter, eh bien, il est plutôt une collaboration forcée, ou un mariage forcé si vous préférez. Alors, moi j'aime bien d'employer le mot mariage forcé parce que c'est une image forte qui en dit long sur comment est-ce que les partenaires sont mis face à face. Et donc, je vous ai dit que dans le pôle Liège-Luxembourg dans lequel je suis, eh bien, il y a 4 réseaux. Comprenez bien qu'à un moment donné, on nous dit bon, il faut aller négocier avec l'université. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est partagé un gâteau. C'est-à-dire qu'à l'université, eh bien, voilà, il y a 5 crédits qui sont donnés sur les 60 en première année, en B1. 10 crédits en B2. 15 crédits pardon, en B3. Et enfin, partage moitié-moitié, 30 crédits pour les hautes écoles et 30 crédits pour l'université en Master 1. Donc, c'est un vrai partage de gâteau et il n'y a pas vraiment des gens qui se disent on construit un cursus commun et on se préoccupe de ce cursus ensemble. Et il faut savoir qu'on nous a dit d'abord, mais vous devez vous mettre d'accord entre hautes écoles, ou par exemple, à Liège, il y a 2 autres régendas de sciences humaines, et donc ça veut dire que est-ce qu'on est dans une coopération ou est-ce qu'on est dans une compétition? Et alors on nous dit, la grille à l'université, c'est la même, hein, on vous donnait les mêmes crédits à l'université, mais par contre, la grille qui appartient à la haute école, ça, vous ne pouvez pas trop partager, il ne faut pas trop en dire. Parce que, oui, on est dans de la concurrence. On est dans de la concurrence. Nos étudiants, s'ils vont dans l'autre haute école, c'est nous qui le perdons. Et n'oubliez pas qu'on est dans des enveloppes fermées en plus. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte que ce beau partenariat, eh bien non, on est dans des conditions de négociation assez compliquées. Alors, on est aussi dans des logiques institutionnelles assez différentes, puisque à l'université, de nouveau Miguel pourra mieux en parler que moi, mais il y a ce qu'on appelle les facultés. Alors, par exemple, chez nous, en S1 et en S2, on nous dit que c'est la faculté des sciences de l'éducation qui va s'emparer des crédits de l'université. Par contre, pour la S3, ce seront plutôt les facultés de didactique. Et donc, par exemple, moi qui travaille en sciences humaines, eh bien, il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a les sciences sociales, vont venir s'ajouter les sciences économiques, puisqu'on a une discipline qui s'est ajoutée. C'est fort bien, sauf qu'il faudrait les moyens. Donc, on négocie avec les facultés, avec 4 facultés. Donc, vous voyez la complexité et des aspects techniques et pragmatiques qui prennent le pas sur en fait le fond et le contenu de ce qu'on devrait faire avec les étudiants. Et donc, vous l'avez compris, on est bien dans une logique de marché et de concurrence au sein du pôle dans lequel on devrait travailler en collaboration. Et je peux vraiment partager que le sentiment que les collègues ont, et pas seulement de ma haute école, c'est une perte de légitimité de la haute école. Puisqu'on lui a dit, mais non, toi, tu n'es pas capable de masteriser toute seule, tu dois co-diplômer avec l'université, et donc il y a un sentiment de perte de légitimité. Alors, toujours projet ambitieux, voilà, plus de temps. Alors, on pourrait dire, ouais, bon, 4 années, c'est quand même une année de plus. Allez, c'est peut-être pas si mal, coupons la poire en 2, pour former donc les futurs enseignants. Et il y avait cette idée quand même qu'on va prendre en considération le public des hautes écoles, et je vais y venir, qui n'est pas le public de l'université. Et ça, pour moi, là, c'est de nouveau, je vais dire, un gros bémol de ce qui va advenir, je pense, dans les mois qui viennent. Alors, effectivement, une année de plus. Allez. Maintenant, on nous dit un crédit
Donc il y a 60 crédits par année. Un crédit, on nous dit que dorénavant, en présentiel, ce sera pour, en haute école, 10 heures devant l'étudiant. Actuellement, en moyenne, un peu selon les unités d'enseignement, on était plus ou moins à 15 heures. Quand ils vont aller à l'université, puisque le coût du professeur d'université est plus élevé, ce sera 6 heures de présentiel. Donc, on peut se demander s'il y a bien, à un moment donné, un allongement de la formation, ou c'est juste une répartition différente sur 4 ans. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'en haute école, on a décidé de diminuer le taux de présence devant l'étudiant? Pierre a parlé du changement de posture. Moi, mon directeur, il me dit changement de paradigme. J'aime bien, je suis sociologue aussi, les paradigmes, ça me connaît, donc je trouve ça beau. Hein, c'est changer ses lunettes de temps en temps pour voir la réalité sociale. Alors pourquoi est-ce qu'on change de posture et qu'on change de paradigme? Parce qu'effectivement, le temps essentiel qu'on va consacrer de notre temps plein, c'est la formation initiale des enseignants. Sauf qu'on nous dit, mais non, maintenant, attention, vous devez faire de la recherche. Très bien, je ne demande pas mieux que de faire de la recherche. Mais qu'on nous donne les moyens. Mais ça, il n'y a pas de moyens alloués pour la recherche. Et puis on nous dit, oui, mais il y a aussi des missions que vous allez devoir accomplir au sein de l'école pour accompagner la pratique, etc. Et donc, eh bien, puisque les moyens supplémentaires ne sont pas dégagés pour faire ces missions et pour mener des recherches, eh bien, il faut bien diminuer le taux de présence devant les étudiants. Donc, qui va payer quelque part l'addition? Ce sont les étudiants. Ce sont les étudiants, et comme je l'ai dit, c'est un public qui souvent, quand il arrive chez nous, soit il a échoué à l'université, ils se sont essayés, ils n'y sont pas parvenus, ils arrivent chez nous. Ou on a aussi un large public, plutôt des filles, qui viennent du qualifiant. En maternelle notamment, c'est le cas, mais même en sciences humaines, par exemple, je peux vous dire que, voilà, il y a des filles qui viennent du qualifiant. Donc, c'est un public qui a d'autant plus besoin de présence et d'accompagnement des enseignants. Et ce dont il n'aura pas. Il a besoin de temps. Et c'est ce qu'on ne va pas lui donner. Alors, exigence de la maîtrise de la langue française. Fort bien, oui. Bien sûr qu'un enseignant doit maîtriser au mieux la langue française. C'est fondamental. Alors, de nouveau, pour le CEL7K, j'ai participé à un groupe de réflexion sur cette maîtrise de la langue. Donc, il y avait des responsables de haute école, il y avait des responsables des universités, des linguistes, et donc des représentants syndicaux. Et à un moment donné, voilà, on nous dit que c'est le niveau C1 au niveau international d'exigence. Mais déjà, le côté oral, on ne va pas l'évaluer. On ne va pas évaluer le côté oral parce qu'on n'a pas les moyens. Alors que le métier d'enseignant, ce n'est pas un métier où l'oralité est fondamentale? Bon, ok. Oui, mais il faut quand même que le test, il ne faudrait pas que quand même il y ait trop de différences dans les corrections. Et que dans une haute école, par exemple, le test ou la correction soit un peu plus gentil que dans une autre haute école. N'oubliez pas la compétition qui est présente. Donc, on nous propose, pour notamment de la compréhension de texte, pour de la rédaction de texte au niveau de qualité de synthèse, on nous propose que le test soit partiellement, et en grosse partie, je dis partiellement, mais en grosse partie, un QCM. Que vont-ils mesurer? Que vont-ils mesurer? Je me réjouis de le voir arriver. Alors, ce test, pour les hautes écoles, il est facultatif. Pour la S3 et la S4 et la S5 à l'université, il est obligatoire. Chez nous, il est facultatif. Alors, donc, soit les étudiants vont dire « je le passe », comme ça, je peux déjà un peu voir à quel niveau je suis. Et s'ils le réussissent, tant mieux pour eux. Au lieu d'avoir 60 crédits en première année de bachelier, ils auront 55 crédits. Et ils n'auront plus jamais un seul cours de maîtrise de la langue française. Nous, en sciences humaines, ce sera terminé. En primaire, on peut supposer que quand même, puisqu'ils doivent apprendre le français, ils auront des cours de littérature jeunesse, etc. Mais au régenda sciences humaines, c'est terminé. Au régenda maths, ce sera terminé. Au régenda sciences, ce sera terminé. Donc, je ne sais pas si on prend en considération
j'ai envie de dire, ce projet, qui était beau à la fois de dire il faut qu'il maîtrise la langue. Et ce test se fait donc en amont. Ça veut dire que c'est comme un examen d'entrée en réalité. Ça devient un examen d'entrée et ça devient de la sélection. Alors moi je me demande qui aura accès à la formation initiale des enseignants et quels jeunes on va encore garder. Parce que certains d'entre eux, s'ils ne réussissent pas, ils ne pourront pas prendre des crédits. Admettons qu'ils réussissent les 55 crédits, mais pas leurs 5 crédits de maîtrise de la langue, ils ne pourront pas prendre des crédits en bachelier 2. Et donc, à un moment donné, avec le décret paysage, s'ils ne réussissent pas, je vais dire, c'est le coup près qui tombera. J'espère qu'au niveau timing, je n'exagère pas. Tu as ton timing. Oui, mais d'accord, ok, ça va. Ok, parfait. Alors, donc, on nous dit projet ambitieux, puisqu'effectivement, il y a ce parallélisme qui est mis avec les ambitions du pacte, et que donc, c'est cette idée d'avoir des enseignants qui sont mieux formés, encore mieux formés, pour pouvoir répondre aux exigences du pacte. Dans le PowerPoint de Pierre, il y avait de l'exigence niveau 7. Alors, moi, je ne vais pas entrer dans le détail. Pour le moment, l'exigence est de niveau 6. C'est le degré de certification européen. Peut-être tout à l'heure, on pourra en parler. Mais c'est donc des savoirs hautement spécialisés qu'ils doivent maîtriser. C'est être dans des projets novateurs. Et donc, on est à un niveau universitaire, bien entendu. C'est logique, puisqu'on nous dit qu'on va faire un master. On ajoute des disciplines. J'en ai déjà parlé, Pierre en a parlé également. Il y a une série de préoccupations transversales. Le genre, l'EVRAS, enfin, le FLESCO, enfin, toutes choses évidemment fondamentales pour nos futurs enseignants. Ça veut dire qu'on ajoute, on ajoute et on ajoute. Et pourtant, le temps de présence devant les étudiants ne va pas augmenter. Et donc, il faut savoir qu'aussi les aspects organisationnels vont prendre le pas sur des aspects pragmatiques. Puisque nous, l'ULiège, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les étudiants des différentes hautes écoles et elle va les mettre dans un auditoire. Et oui, elle va les mettre dans un auditoire. Économie d'échelle. Enfin, pour eux, ce n'est pas faisable autrement. Alors oui, mais bon, est-ce qu'il y a suffisamment d'auditoires qui ne sont pas pris? Donc, à un moment donné, de se demander quand est-ce que l'auditoire sera disponible. Et donc, par exemple, le projet novateur dans lequel je suis, qui est Tenter Plus, nous, on fait de la verticalité avec nos étudiants. C'est-à-dire qu'on a des projets, alors ce n'est pas tout le temps, mais donc on mélange des étudiants de première année, de deuxième année, de troisième année dans des projets. On les mélange aussi quand ils sont en conseil, quand ils sont dans des commissions. Donc on a besoin, à un moment donné, pour exercer cette verticalité, on a besoin que, dans l'espace-temps de la semaine des 5 jours, ils puissent suffisamment être présents en même temps sur notre lieu. Tel que c'est annoncé là, ça ne va pas être possible. Puisque, par exemple, le lundi, les étudiants de B1 partiront à l'université, les B2 partiront le mardi et peut-être encore une autre demi-journée, et les B3 encore un peu plus, et les Master 1, 30-30, vous avez compris. Donc, ça veut dire que c'est des aspects organisationnels qui deviennent plus importants que les fondements pédagogiques qu'on veut défendre et les principes pédagogiques qu'on veut défendre. Alors, aujourd'hui, dans la presse, la Libelgique, le soir, sont en train de publier une série d'articles sur la réforme de la formation initiale, parce qu'en fait, on se rend compte que les jeunes qui vont dans les salons, les CIEP, etc., pour choisir leurs futures études, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas pris conscience qu'il y avait un allongement d'une année supplémentaire pour devenir enseignant. Et donc, on sent bien qu'il faut informer, les grands temps. Alors, ça, c'est mon directeur, Étienne Sautiot. Alors, j'ai repris le propos qui était dans le soir, donc j'espère que c'est bien son propos, mais je ne sais pas si vous voyez le verbe « était ». C'est l'imparfait. Je ne sais pas du coup si c'était voulu ou pas, hein, mais bon, parfois l'inconscient parle. Hein, en pédagogie institutionnelle, on dit que l'inconscient est dans la classe. Donc voilà, moi ça en dit long. Oui, on aurait souhaité effectivement que c'est les forces des deux types de formation qui allaient être alliées. Mais vous le savez, la force des hautes écoles, contrairement, je pense, à l'université, pour moi, enseigne d'abord de la théorie et des contenus, et puis les aspects pédagogiques et didactiques viennent par la suite. Les hautes écoles
et moi j'estime que c'est une force dans nos cursus à nous, avec notre public, eh bien c'est d'allier très vite la théorie et la pratique. Dès le début, dès la première année, ils vont en stage, etc. Actuellement, grosso modo, 55 crédits sont réservés aux stages. Ces stages ne vont pas augmenter, en tout cas le nombre de crédits n'augmente pas avec la réforme. Et vous savez, vous l'avez entendu par Pierre, qu'un stage long est prévu, donc, qui représente 20 crédits sur les 55, va être mis en Master 1. Actuellement, on parle beaucoup que les départements pédagogiques sont en train de perdre des étudiants. Alors, ce n'est pas tellement au niveau des inscriptions en première année, c'est bien plus en deuxième et en troisième. Et là, on pense que le Covid a eu un effet. C'est des étudiants que quand ils vont aller en stage, à un moment donné, ils se rendent compte là, à ce moment-là que ce n'est pas le métier qui est fait pour eux. J'espère qu'ils s'en rendront compte avant d'arriver en Master 1. J'espère. Et j'espère pour la société aussi, hein, parce que vous le savez bien, l'enseignement, ça a un coût. Est-ce que cette volonté de mettre autant de crédits pour le stage long, c'est pour remplacer les professeurs absents? C'est pour compenser la pénurie? Que pour moi, on va continuer à engendrer de manière un peu plus? Est-ce que ce sera toujours du temps de formation ou ce sera en fait des profs au rabais? Donc ça, c'est une vraie inconnue. Et donc, il faut savoir qu'au début, il y avait même la volonté de donner une petite rémunération pour ce stage long. Donc ça en dit long déjà sur quelle était l'intention de ce fameux stage long. Alors maintenant, voilà, maintenant ils ne seront plus payés, mais est-ce que l'intention va rester? Puis bon, vous savez bien, quand vous êtes jeune enseignant, quand vous arrivez à un moment donné dans une école, parce que vous vous dites peut-être l'année prochaine, si j'ai mon diplôme, peut-être que je pourrais être engagé, évidemment. Et donc, si on me demande de faire ceci ou cela, notre jeune étudiant, futur enseignant, osera-t-il dire non? Et donc, c'est vraiment préoccupant de savoir ce qui va se cacher derrière ce stage long. Plus, évidemment, est-ce que l'école de l'obligatoire, est-ce qu'ils vont accueillir nos étudiants? Est-ce qu'on va savoir mettre nos étudiants en stage? D'autant plus que, et je vais en parler dans la dia suivante, les maîtres de stage, à un moment donné, on estime qu'ils vont devoir avoir une formation. Mais bien, ce serait peut-être bien, mais seront-ils revalorisés? Moi, je n'ai rien entendu. Alors, on a d'autres difficultés qui viennent s'ajouter. Et donc, je trouve que c'est important qu'on se rende compte que dans les hautes écoles, c'est vraiment compliqué pour les équipes et que j'ai vraiment des collègues parfois qui se découragent. Parce que le calendrier académique, on dit qu'il va changer. Mais cette année-ci, on nous avait dit qu'il allait changer, mais il n'a pas changé. Donc ça veut dire qu'on a perdu 6 semaines de chronicité avec l'enseignement obligatoire pour organiser nos stages. Du coup, pour pouvoir organiser nos stages, on a détricoté des projets pédagogiques qui ne tiennent plus la route. Parce qu'à un moment donné, les étudiants vont en observation, puis ils vont en stage, et donc le projet pédagogique qui devait se tenir sur un certain nombre de semaines, eh bien, ce n'est plus possible. On a également des mesures transitoires, parce que la grosse question, nos étudiants B1 actuels, s'ils ratent des crédits, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont passer à 4 ans? Ou est-ce qu'on doit organiser en parallèle la formation? Eh bien, le décret a prévu des mesures transitoires. Et que nous dit le décret? Que s'il y a encore un crédit, un seul qui reste sur les 60 de non réussis, on doit réorganiser. Donc, ça veut dire qu'on devrait avoir des cursus parallèles systématiquement. C'est impayable. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est seulement maintenant qu'on adresse à Mme Glatini qu'à un moment donné, il faudrait qu'elle revoie sa copie sur les mesures transitoires. Donc, et là, c'est toujours l'inconnu, on n'a pas les réponses. Et on est à quelques mois de l'implémentation. Pas de barème supérieur, hein, ça va, on l'a déjà dit, pourtant ils seront bien masterisés. Je ne sais pas si ça se dit, c'est pour ça que je l'ai mis avec des petits guillemets. Alors, j'ai parlé de la formation des maîtres de stage,
mais pas de refinancement annoncé. Et Pierre a parlé, je trouve il a bien insisté, et vous le savez aussi, sur on veut des enseignants coopératifs ou collaboratifs. Mais le décret paysage a commencé à détricoter cette coopération qui peut s'organiser dans les classes. On individualise de plus en plus les parcours. Et donc cette individualisation empêche la coopération. Nous, je veux dire, dans notre système, à Tenter Plus, on s'est toujours dit, on veut essayer d'être le plus possible en isomorphisme, c'est-à-dire faire avec nos étudiants comme on souhaiterait qu'ils fassent dans leur classe. Mais avec ce qui est en train de s'organiser là, ça va devenir de plus en plus impossible. Et donc, mon constat, je sais que je vais sans doute jouer les Cassances comme je l'ai mis, ben c'est qu'en fait, on ajoute effectivement bien une année, mais pour faire moins, et me semble-t-il moins bien. À la rigueur, il vaudrait mieux rester comme on est là aujourd'hui, plutôt que cette réforme, me semble-t-il. Une nécessité, ben, c'est le fameux monitoring. Alors on nous dit, oui, mais le monitoring, on le mettra en place une fois que la réforme sera implémentée. Mais moi, je souhaiterais qu'il y ait un monitoring là, pour qu'on aille voir dans les différents consortiums ou dans les différents pôles comment ça se passe et quelle est la réalité concrète de ce qui est en train de se jouer maintenant. Et être vraiment capable de revoir la copie si nécessaire. Et évidemment, étant membre de haute école, c'est de refaire confiance aux membres des hautes écoles et à leurs équipes éducatives et de leur redonner du pouvoir sur la formation qu'elles vont donner dans les années qui viennent. Voilà, merci pour votre écoute. Je passe la parole à Miguel. Merci beaucoup. Donc, voilà tout seul. Après moi, les mouches, hein, comme on dit. Alors... Hop, je dévoile déjà la fin. Voilà, tout d'abord, merci à CG de m'avoir invité à ce débat. Alors je veux aussi peut-être préciser ma position institutionnelle, puisque comme Françoise, je suis ici à titre individuel et non pas en tant que représentant de mon institution, donc c'est bien en mon nom propre que je parle. Et je parle aussi à partir d'un certain point de vue qui est le mien et qui est lié à la position que j'occupe à l'UC Louvain. Donc je suis sociologue, prof à l'UC Louvain, président de l'AGES. L'AGES est une école d'agrégation dans les domaines des sciences sociales et des sciences économiques, qui organise ses programmes à Mons en horaire décalé, donc pour des adultes en reprise d'études, et à Louvain-la-Neuve en horaire de jour. Alors moi aussi, je suis à la COCOFIE, et donc cette fameuse COCOFIE qui est donc la commission de coordination de la formation initiale des enseignants. C'est donc une commission qui est rattachée au gouvernement, qui est chargée de formuler toute une série d'avis sur la RFIE, sur l'implémentation de la RFIE, et à ce titre-là, la COCOFIE a pour mission de contribuer au monitoring de la réforme. Et j'y siège en tant que représentant de l'ARES, parce que je suis membre d'une institution d'enseignement supérieur. Donc je représente aussi l'UC Louvain. Donc là, Françoise l'a dit, hein, on est amené à devoir co-diplômer l'ensemble des programmes et donc à devoir collaborer de façon contraignante, puisque le décret l'impose. Et l'UC Louvain est donc membre d'un consortium avec 4 hautes écoles et 2 universités partenaires. Nous sommes donc 7 à devoir collaborer. Vous imaginez déjà la complexité que ça peut représenter. Alors, je vais passer assez rapidement ici parce que Françoise a déjà annoncé les ambitions initiales de la réforme, hein, qui étaient vraiment importantes. Une masterisation pour les enseignants maternels, primaires, secondaires, inférieurs à 5 ans. Un renforcement de la formation pédagogique au sens large pour les enseignants du secondaire supérieur. Donc ça, on a parlé des sections, hein, les sections 1, 2, 3 pour maternelle, primaire, secondaire, inférieur. Pour l'enseignement secondaire supérieur, on parle d'un master en enseignement section 4 et un master agrégé section 5 qui remplace les agrégations. Donc ces sections, c'est une façon de vendre du rêve et de susciter des vocations.
Alors, l'idée aussi d'une unicité du métier, quel que soit le niveau et le type d'enseignement, une mutualisation des expertises entre les universités et les hautes écoles, une revalorisation de la profession enseignante, notamment pour les agrégations. Jusqu'à présent, les agrégations, ce sont des demi-programmes de 30 crédits. Donc ce ne sont même pas des masters, et donc on estime que c'est suffisant pour former les enseignants. Venir avec un vrai master de 60 crédits, c'est quand même aussi une façon de revaloriser la profession enseignante qui se complexifie et qui n'est pas une profession facile. Et puis l'idée aussi du développement d'un enseignement plus inclusif. Alors, on pourrait citer d'autres éléments qui l'ont été par Françoise et par Pierre. Alors, il y a eu, donc moi je vais parler évidemment à partir des sections 4 et 5, donc mon propos sera à la fois assez général et assez spécifique aux sections 4 et aux sections 5. Donc il y a eu un décret en 2019 qui prévoyait un premier cycle, donc un bachelier en enseignement section 4. Ce bachelier a été supprimé, donc on est passé directement au deuxième cycle, donc ça signifie que les étudiants entament un premier cycle disciplinaire et puis alors choisissent de s'orienter vers un master en enseignement, donc un master section 4, c'est-à-dire qui remplace les masters actuels à finalité didactique avec une formation pédagogique considérablement renforcée, mais qui pose d'autres soucis, j'y reviendrai. Aussi, puisqu'on a supprimé ce premier cycle, on est passé d'une formation en sciences humaines et sociales de 20 à 10 crédits. Et on verra que ça aussi, ça pose toute une série de problèmes, notamment sur la question de l'unicité de la profession. Et donc, avec la réforme actuelle, on va avoir trois profils d'enseignants. Un enseignant qui sort d'un master section 4, qui donc aura un bachelier disciplinaire de 180 crédits, une formation de deuxième cycle de 120 crédits, on reste bien sûr des masters à 5 ans, mais avec une formation disciplinaire quand même à peine plus élevée qu'un premier cycle, puisque on sera aux alentours de donc 180, 200, 220 crédits de formation disciplinaire sur l'ensemble des 5 ans. Ensuite, on peut avoir un deuxième profil qui est un master 60 disciplinaire, donc 180 crédits plus 60 crédits, plus un master agrégé section 5. Donc là, on a un prof qui est un peu mieux formé disciplinairement et un peu moins bien formé d'un point de vue pédagogique. Et puis, on a le master 120 disciplinaire, plus l'agrégation. Donc là, on va avoir un prof qui a une solide formation disciplinaire et une formation pédagogique renforcée, mais quand même un peu moins poussée qu'en section 4. Donc on va avoir toute une série de profils qui vont sortir et qui seront donc des profils assez différents. Alors, moi, j'ai identifié pour cette présentation 4 grandes difficultés qui ne sont pas exhaustives, parce qu'il y en a beaucoup, et on ne peut pas toutes les citer, et le dossier est tellement complexe et tellement technique que je ne la maîtrise pas toutes non plus. Première grande difficulté, c'est une atteinte à la liberté académique. La deuxième grande difficulté, qui a déjà été évoquée par François, c'est le positionnement des masters, quelle que soit la section, sur le niveau 7. Troisième difficulté, c'est l'optimisation de la complémentarité des expertises entre haute école et université. Et dernière grande difficulté, c'est la complexité organisationnelle qui a aussi été évoquée par Françoise. Alors, la liberté académique, qu'est-ce que c'est? La liberté académique, c'est un principe qui est consacré par l'article 8 du décret paysage pour tout établissement d'enseignement supérieur, que ce soit une université ou une haute école. Et donc, cette liberté académique, elle a 2 dimensions. Elle a une dimension individuelle, où le prof, en fait, est libre de choisir ses contenus, est libre de dire ce qu'il pensait être la vérité, appuyé évidemment par la science, dans son cours. Et puis, il y a la dimension institutionnelle qui renvoie à l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. Et la RFIE impose un carcan extrêmement serré, extrêmement rigide. À ma connaissance, je ne connais pas toutes les législations relatives au programme, mais je crois qu'il n'y a aucun autre programme d'enseignement supérieur et d'enseignement universitaire qui est à ce point réglementé par la législation. Ce qui
pose un petit souci du point de vue de l'autonomie institutionnelle et de la liberté académique, j'y reviendrai. Le niveau 7. Alors, qu'est-ce qu'un master de niveau 7 ? C'est un master, donc le niveau 7, c'est le cadre francophone des certifications. Il y a 8 niveaux, du niveau 1 le plus élémentaire au niveau 8 le plus avancé, et il y a une correspondance entre le niveau 6 et le premier cycle de l'enseignement supérieur, le niveau 7 le master, le niveau 8 le doctorat. Et donc, il est attendu pour un niveau 7 que les diplômés fassent preuve de la maîtrise d'un ensemble de connaissances et de compétences hautement spécialisées dans leur domaine disciplinaire et dans la capacité à transmettre ces connaissances et compétences à leurs élèves. De pouvoir poursuivre tout au long de leur carrière leur apprentissage en toute autonomie, notamment dans une perspective d'amélioration continue de leur pratique professionnelle, et de faire preuve d'innovation et d'adaptation face à des situations inédites. Donc, on demande en gros aux enseignants d'être autonome et de pouvoir faire preuve de créativité et d'innovation. Mais comment peut-on faire preuve de créativité et d'innovation si on vous contraint par un nombre incalculable de règles ? Donc plus le cadre est rigide, plus le cadre est contraint, moins la créativité est possible. Donc il y a là quand même... Et donc ça menace, en fait, tout simplement, le positionnement au niveau 7 des futurs masters. L'optimisation des complémentarités entre universités et hautes écoles, donc l'intérêt d'une codiplomation, c'est la mutualisation des expertises. Alors, pour être schématique, et en étant très schématique, les hautes écoles ont développé de longue date une expertise dans l'accompagnement des pratiques professionnelles sur le terrain, dans l'alliance entre théorie et pratique. Les universités ont une expertise reconnue en matière de recherche. Mais la distribution de ces expertises est variable selon les institutions. Ce que je veux dire par là, c'est que les hautes écoles développent de plus en plus de recherche, donc développent de plus en plus de compétences en matière de recherche. Les hautes écoles absorbent de plus en plus de docteurs que l'université ou le marché de l'emploi n'est pas capable d'absorber. Donc on a du personnel en haute école qui a des compétences en matière de recherche, pointues, reconnues, etc. Et à l'université, eh bien, il y a des collègues qui développent des recherches sur l'accompagnement des pratiques professionnelles, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette distinction n'est pas aussi tranchée qu'on pourrait le croire, et ça va dépendre un peu des institutions. Et donc, obliger une codiplomation avec une répartition rigide de crédits entre haute école et université ne permet pas d'optimiser finalement en fonction de la spécificité des institutions partenaires, justement les partenariats entre institutions. Alors, donc ici, je vous ai mis un tableau. Donc le décret définit toute une série d'axes. Je vous ai dit, on est dans des programmes très réglementés, etc. Alors, parmi les axes qu'on va retrouver dans les sections 1, 2, 3, dans la section 4 et dans la section 5, on a un axe disciplinaire, un axe de formation à et par la pratique, de formation à et par la communication, de formation didactique et pédagogique, de formation aux sciences humaines et sociales, de formation à et par la recherche en éducation didactique, la maîtrise de la langue française, et puis on a une série de crédits à l'appréciation des établissements, et à cela il faut ajouter les VRAS et l'éducation aux médias qui sont transversaux et qui doivent être dilués à travers ces différents axes. Alors, dans les nombres que vous voyez, ce sont les nombres de crédits que le décret impose pour chaque axe en fonction de la section. Donc 100 crédits disciplinaires en S1, 2, 3. Alors j'ai mis 180 crédits, mais en fait, c'est pas 180, c'est 240, puisque c'est une erreur de ma part. Donc ça, c'est normal, on a 4 ans, donc c'est normal qu'il y ait un volume quand même disciplinaire qui soit important. En S4, là on est directement en deuxième cycle, donc on n'a plus que 20 crédits disciplinaires. Donc sur la totalité de la formation du premier cycle, on a 200 crédits de formation disciplinaire, là où aujourd'hui on a 270. D'accord ? Donc il y a 70 crédits disciplinaires qui disparaissent au profit d'une formation A et d'un renforcement de la formation pédagogique. Formation A et par la pratique, on est à 30 crédits en S4, je vais me concentrer sur S4 et S5, 25 crédits en S5. Communication, 5 crédits des deux côtés. Didactique et pédagogique, 20 crédits, mais là on voit même que c'est identique pour l'ensemble des sections.
Sciences humaines et sociales, ben on voit qu'en S1, 2, 3, il y a 20 crédits, et puis en S4 et S5, il y a 10 crédits. Formation A et par la recherche, ben en S4, il y a 15 crédits, en S5, il y a 5 crédits, ben c'est normal parce qu'il n'y a pas de mémoire attendue en S5, ce qu'on peut questionner aussi, puisque dans les Masters 60, en principe, il y a des mémoires. Mais bon, soit, il y a une épreuve intégrée qui est à la place. Bon. Maîtrise de la langue française. Alors, vous voyez qu'en haute école, il y a 5 crédits d'office. Chez nous, c'est 5 crédits entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il va y avoir un test à l'entrée. Si le test n'est pas concluant, on rajoute 5 crédits au programme pour que l'étudiant suive un cours qui lui permettra, en principe, de renforcer sa maîtrise de la langue française. Et puis alors, on voit qu'il y a encore des crédits à l'appréciation des établissements. C'est-à-dire que, par exemple, en S4, on peut choisir d'affecter, de procéder à une distribution de ces 20 crédits dans n'importe quel axe. D'accord ? On peut renforcer le disciplinaire, la pratique, etc. Bon. Donc vous voyez que déjà ça illustre quand même assez bien un petit problème d'unicité de la profession enseignante. Hein. On voit quand même qu'en fait, on ne fait pas tout à fait la même chose avec le même poids de crédit, etc. Bon. Donc on a un carcan rigide qui entrave l'autonomie institutionnelle des établissements. Je l'ai dit tout à l'heure, entraver l'autonomie des établissements par un encadrement strict, c'est un frein au développement de l'autonomie et de la créativité des futurs enseignants. Hein. Comment penser en dehors de la boîte si la boîte est déjà complètement serrée, verrouillée et qu'on ne sait plus l'ouvrir. Et donc, ça interroge le positionnement sur le niveau 7. Hein. Je rappelle qu'on est quand même dans une société qui connaît, enfin dans un monde qui connaît quelques petits problèmes en ce moment, des petits problèmes qui se globalisent de plus en plus, qui s'accélèrent de plus en plus, et à un moment donné, enseignants et élèves se trouvent face à des situations totalement inédites. C'est-à-dire que le prof n'a pas la connaissance pour amener les élèves à maîtriser ces changements, ces transformations, ces crises. Et donc, ça signifie aussi qu'à un moment donné, la relation pédagogique, elle va devoir changer. On a de plus en plus de jeunes qui ont de l'éco-anxiété. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion à l'université, à l'UC Louvain, de participer à une journée sur les transitions. Et il y a eu un étudiant en biologie qui a pris la parole et qui disait écoutez, voilà, c'est bien, moi je suis en bio, j'adore mes études, puis on nous explique tous les mécanismes de l'effondrement de la biodiversité, toutes les conséquences que ça va avoir. Puis moi je rentre chez moi, je me demande si dans 20 ans je serai encore là. Hein, il a 20 ans. D'accord ? Donc il y a une vraie éco-anxiété qui est là. Et pour lutter contre l'éco-anxiété, il faut que les gens aient au moins le sentiment d'avoir prise sur le monde, et donc de pouvoir agir sur le monde. Et comment est-ce qu'on fait pour guider des élèves à agir sur un monde qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vécu ? Eh bien, la relation pédagogique, elle doit changer. Ça signifie qu'on doit passer, alors pas pour tout, évidemment, hein, ça ne signifie pas que ce qu'on fait aujourd'hui doit être jeté à la poubelle, mais à un moment donné, il faut aussi accepter que cette relation soit une relation de co-construction, de connaissances avec les élèves. On va expérimenter des choses, et le prof va être là pour guider, parce que le prof a quand même une expérience, peut amener des compétences en méthodologie, en technique de travail, etc. Mais pour moi, il y a quand même des choses là qu'on doit inventer à l'école, et qu'un décret comme celui-là ne permettra pas, puisqu'on est complètement cadenassé. Alors, prévoir seulement 10 crédits en sciences humaines et sociales en section 4 et section 5 ne permet pas d'assurer l'unicité du métier d'enseignant, et je vais y arriver, puisque ce qui caractérise, entre autres, cette unicité de l'enseignement, ce sont les éléments transversaux que chaque enseignant, quel que soit le niveau, le type d'enseignement, rencontre. Des problèmes d'inégalité scolaire, des problèmes, je ne sais pas moi, sur la question du genre, sur les VRAS, sur les dyslexies, les troubles d'apprentissage, etc. Donc, quel que soit le niveau, on va retrouver ces problèmes-là. Et ces problèmes, c'est ce qui est transversal. Hein. Et la formation à l'identification, le repérage de ces problèmes, à la mise en place de pistes d'action pour pouvoir les résoudre, une prise en compte différenciée et individualisée des élèves, ça fait partie des éléments communs à l'ensemble des enseignants. Alors, parmi ces éléments transversaux, on retrouve les compétences du métier qui sont définies par le décret.
Et parmi ces compétences, il y a un nombre significatif qui concerne directement les sciences humaines et sociales, et ça fait un peu écho à ce que disait Françoise tout à l'heure. Alors, je ne vais pas m'amuser à tout citer, mais vous avez 4 grandes compétences que l'étudiant doit acquérir au terme de sa formation, qui sont les compétences de l'acteur institutionnel, social et culturel. Donc, le prof, il travaille dans une école, dans une institution, et donc il doit être capable de procéder à une analyse, analyser son milieu de travail, les enjeux sociaux qui le traversent, le type de public, etc., et de pouvoir mettre en place des choses pour que tout se passe au mieux. Les compétences de l'acteur d'une organisation apprenante dans une dynamique collective, donc on a parlé du travail collaboratif, d'identification de besoins, de formation individuelle, etc. Les compétences de l'organisateur et accompagnateur d'apprentissage dans une dynamique évolutive. Et donc à chaque fois, vous voyez, vous avez des petits crochets, etc. Ça, c'est ce qui ne concerne pas les sciences humaines et sociales. Je n'ai gardé que ce qui concerne les sciences humaines et sociales. Et vous voyez que ça reprend quand même énormément d'éléments. Et puis les compétences du praticien réflexif, là, c'est plutôt de l'ordre de la didactique et de la pédagogie. Mais donc vous voyez que l'enseignant, on lui demande beaucoup de choses. On lui demande beaucoup de choses, et ces choses qu'on lui demande, on ne peut les lui apprendre qu'au travers des sciences humaines et sociales. La psychologie des apprentissages, la sociologie, l'histoire de l'éducation, l'éthique, la philo, 10 crédits. Et vous ajoutez à ça, dans les institutions catholiques, la formation à la neutralité. 20 heures de formation à la neutralité, qui relève de sciences humaines et sociales. Et donc nous, à l'UC Louvain, sur ces 10 crédits, on a un cours de 4 crédits, qui est un grand cours d'approche sociale, politique et culturelle de l'éducation, dans laquelle on va voir plein de choses en 4 crédits. Un crédit, c'est 30 heures de travail. On a un cours de 4 crédits de psychologie des apprentissages et du développement de l'adolescence. D'accord ? Et puis un cours de 2 crédits d'éthique et philosophie de l'éducation. Et avec ça, on va devoir brosser tout ce qui nous est demandé ici. C'est mission impossible. Disons-le clairement. Autre grande difficulté, la complexité organisationnelle. La codiplomation avec un nombre important de partenaires, ça amène nécessairement une complexité organisationnelle. Aujourd'hui, à l'UC Louvain, les masters à finalité didactique et les agrégations sont gérés par les facultés. D'accord ? À Louvain-la-Neuve, parce qu'à Mons c'est un petit peu différent, mais à Louvain-la-Neuve, il y a un tronc commun de 4 cours que tous les programmes partagent et qui est géré par une commission. Donc on a une commission, on a 6 facultés, on a un nombre incalculable de programmes, et c'est déjà compliqué comme ça. Alors vous ajoutez à ça 4 institutions, 4 hautes écoles, 2 universités, ça va être le foutoir. Ça signifie une estimation entre 5 000 et 6 000 étudiants. 11 implantations pour l'UC Louvain dans lesquelles elle va devoir aller. C'est-à-dire qu'un cours, on le donne 11 fois. Donc il y a des déplacements. Alors ça va de Louvain-la-Neuve à Leuze-en-Hainaut. Je dis, je veux bien aller à Leuze, j'habite à côté. À Bastogne. Donc ça couvre Bruxelles, Mons. Donc ça couvre un périmètre quand même assez large. Vous imaginez faire des horaires, les horaires des étudiants, les horaires des profs, pour pas que ça se chevauche, éviter que le prof, quand même, on va lui faire courir le lundi matin à Bastogne et puis l'après-midi à Mons. Donc rien que logistiquement, c'est compliqué. Un cours qui va devoir être donné 11 fois, c'est pas le même prof qui va le donner 11 fois. Maximum 2 fois le même cours. Mais donc ça veut dire qu'on doit avoir une équipe de profs, des profs qui vont être au cadre, comme moi, et ce qu'on appelle les APH, des académiques payés à l'heure, c'est-à-dire on fonctionne comme ça de manière générale. Mais il faut coordonner tout ça. C'est une coordination pédagogique qui est assez importante. Et s'assurer qu'il y a une cohérence qui se maintient entre les cours, qu'on ne dise pas un truc là-bas. Bien sûr, il y aura des différences, mais qu'il y ait quand même une certaine cohérence entre les différents cours. Bref, une complexité assez abyssale et dont je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure, parce qu'on n'y est pas encore. Donc il y a toute une série de choses qu'on n'aura pas anticipées, très certainement. Donc on peut se demander si un tel coût est vraiment raisonnable, étant donné le sous-financement, déjà en soi, est-ce que c'est bon. Et puis, étant donné le sous-financement chronique de l'enseignement supérieur et le déficit abyssal de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on n'a pas parlé des barèmes.
hein, parce que ça, c'est un autre... Et donc, le jeu, en vaut-il vraiment la chandelle? Est-ce que vraiment on va faire mieux? Est-ce que la plus-value vaut cet investissement-là? Bon, pas sûr. Alors, parmi les pistes de solutions, c'est vraiment des grandes pistes, hein, qui vont probablement amener d'autres problèmes quand on va les creuser. C'est pour ça que j'ai mis à chaque fois des points d'interrogation. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de laisser le choix entre une co-organisation et une co-diplomation? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, hein. Une co-organisation, on a une institution qui organise son programme, et puis on a une autre institution qui vient y participer de manière libre. Donc on est beaucoup moins contraint par les règles de la co-diplomation. Et ce, pour simplifier la structure organisationnelle. Parce que je crois que ça a du sens. Hein. Haute école, université, je pense que ça a vraiment du sens. Mais je ne suis pas sûr que sous cette forme-là, ce soit vraiment efficace. Proposer des fourchettes de crédit entre les axes, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi les spécificités disciplinaires. Est-ce que toutes les disciplines doivent enseigner à l'école, doivent avoir 30 crédits de formation à et par la pratique? J'en sais rien. Donc, est-ce qu'on me ferait, et en fonction aussi des compétences disponibles, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'avoir plutôt des fourchettes de crédit qui permettraient d'avoir un peu de mou sur la manière sur les contenus, quoi. Augmenter l'axe en sciences humaines et sociales. Alors certains diront que je prêche pour ma chapelle, hein, parce que je peux vous dire, j'ai des collègues qui ne partagent pas cet avis-là. Mais voilà. Bon, moi j'aime bien quand même avoir une petite touche d'optimisme, hein, et donc se dire il y a quand même des opportunités, hein, qui restent. De toute façon, le cadre est là, va falloir jouer avec. Donc qu'est-ce qu'on peut encore faire, hein, et qu'est-ce qui finalement reste quand même un peu positif? Alors il y a la constitution de ce qu'on appelle un domaine 10 bis, hein, qui est un domaine spécifique aux sciences de l'éducation. Donc il y a une reconnaissance d'un domaine de sciences de l'éducation, à la fois dans l'enseignement, mais aussi dans la recherche. Donc ça signifie que ce domaine-là va pouvoir, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même un renforcement de la recherche en sciences de l'éducation, et plus particulièrement en didactique. Il y a quand même des perspectives de projets de recherche collaborative. Alors, j'ai bien entendu que sans moyens supplémentaires, ça allait être compliqué. Mais au moins des perspectives de projets de recherche collaborative avec les hautes écoles, mais aussi avec les écoles. Hein. Donc, on est vraiment dans une relation de partenariat, de co-construction, de connaissances ensemble, et des liens plus étroits avec les maîtres de stage, notamment avec les formations, avec tous les problèmes que ça pose. Hein, parce que la formation, on nous propose un certificat. Enfin, on nous demande d'organiser un certificat de formation des maîtres de stage. Les écoles devront privilégier les maîtres de stage qui ont ce certificat-là. On se demande déjà, on ne sait pas comment ça va être financé. Pour l'instant, le coût, c'est 1 200 € l'inscription. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de profs qui vont mettre 1 200 €. Et d'autant plus que si on a 6 ans d'expérience, en fait, on n'est pas obligé de faire le certificat. Donc, le succès de ce machin, je ne suis pas certain. Alors, j'ai terminé par les questions en suspens. Ben voilà, pas de surprise. La viabilité financière de cette réforme, notamment sur la question des barèmes, parce qu'il n'y a rien à faire. J'en discutais avec Pierre l'autre jour, c'est qu'on est aussi en train de créer un précédent, en fait. Prévoir un barème spécifique pour les masters section 1, 2, 3, c'est prévoir un barème spécifique dans la fonction publique pour un master 60, ce qui aujourd'hui, à ma connaissance, n'existe pas. Donc, le risque, c'est que dans les autres fonctions publiques, on se dit, tiens, l'enseignement on le fait, pourquoi pas nous aussi, hein, et donc d'avoir des barèmes au rabais. Comment couvrir les ambitions du pacte d'excellence, hein, avec ces formations? Et puis, je l'ai dit, hein, comment réinventer nos méthodes d'enseignement pour accompagner les élèves à faire face aux enjeux sociétaux et environnementaux. Voilà pour le point de vue personnel d'une université. Merci.